Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle. Alors, j'espère que tout le monde va bien cette semaine. Il fait beau, il fait chaud, il nuage, il fait un peu de tout. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que j'étais un petit peu triste. Triste, pas vraiment, là. C'est juste que je vais prendre une petite pause. Fait que je vous annonce que c'est le dernier podcast de mon année 2022. Je termine en beauté. Je veux dire que j'ai été très, très heureux de partager avec tout le monde qui ont participé à mon podcast, qui ont cru en moi, qui ont embarqué dans l'équipe, pas une équipe, mais dans le groupe pour faire le podcast. Je vous remercie d'avoir confié un peu votre vie, un petit moment de votre vie, tout ça, avec un peu mon côté un petit peu sauté, un petit peu drôle des fois, un petit peu sérieux d'autres fois, hein, en étant dans ce mode-là. Fait que je vous remercie tout le monde. Comme je vous dis, la pause, c'est pour pas que vous écœurez de me voir. Fait que c'est une pause, ça va m'amener jusqu'au 29 août. 29 août, je repasse ça fort. Puis on repasse ça à l'automne aussi. Je vais faire mon trip à 5. Fait que ceux qui savent c'est quoi le trip à 5, il va y avoir du monde. Là. Fait que, on va être Europe Visite Québec. Fait que tenez-vous prêts pour ce rendez-vous-là. C'est un beau rendez-vous qu'on va faire. Alors, sur ça, on s'en va avec le chef de direction, s'appelle M. Louis Adam de la division Atlantique et du Québec, de la sclérose en plaques. Alors, on s'en va partager avec Louis Adam sur ce podcast. Merci. Alors, cette semaine, mon invité est avec moi présentement. Est avec moi, puis en plus, il y a COVID. Fait que c'est pas joyeux, mais c'est ça. Ça fait partie de la game, comme on dit, surtout dans les dernières années. Alors, c'est là, je m'en allais dire président. Écoute, depuis tantôt, je dis, faut pas que je dise président. Moi, je suis comme un peu, oui. Fait que là, c'est ça, c'est. Là, je dis chef de direction, puis c'est pas ça qu'on a dit. C'est le directeur général qu'on dit, Gilles. C'est ça, c'est le directeur général. C'est un gros poste, en tout cas, une grosse responsabilité. Hein? On est d'accord là-dessus. Alors, M. Adam, puis là, j'ai dit M. Adam, puis je vais me forcer pour dire Louis pas mal tout le temps. Comme si on était des grands chums. Puis ça fait un petit bout qu'on se connaît. On s'est connus par le biais de mon médecin là, qui m'avait recommandé de te parler. Fait que je t'ai parlé au début. Alors, je suis très fier de t'avoir comme invité. D'ailleurs, tu es le dernier invité de ma saison, ma première saison. Fait que c'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Fait que j'ai dit, il faut bien que je prenne une pause à un moment donné. Tu sais. Fait que je vais prendre 3-4 semaines de break, là, mais j'ai d'autres affaires dans la tête. C'est pas grave. Alors, Louis. Plein de projets, toi, Gilles. C'est ça. Tu es toujours plein de projets, puis c'est ça qui est le fun. C'est ça. Je suis toujours plein de projets, tu as raison. Alors, Louis, première question qui me sort. On peut-tu savoir qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être la COVID, on est curieux, tout le monde est curieux. Écoute, il y avait un événement de collecte de fonds pour la Société canadienne de la sclérose en plaques la semaine dernière à Valleyfield. C'était une soirée disco, mais c'était la 13e ou 14e édition d'un événement qui est organisé par une grande bénévole de la Société, quelqu'un qui a la sclérose en plaques, qui s'appelle Linda Archambault, qui fait cet événement-là à chaque année, puis qui invite, par exemple, un humoriste, un orchestre, et ça réunit, je te dirais, le monde des affaires de la région de Valleyfield. On a ramassé encore 200 000 la semaine dernière. 195 000 pour être plus juste. Là. 195 000, fait que c'est vraiment une excellente nouvelle. 195 000 qui vont aller au projet de recherche. Alors, un gros, immense merci à Mme Archambault. Hein, à tout le monde qui ont participé, aidé, etc. Là, on comprend qu'elle ne fait pas ça tout seul. Fait que c'est super, on est content. On est content, il y a de l'argent qui rentre. On espère que cet argent-là est bien utilisé. Hein? On se pose toute la question. Les dons, c'est splitté comment, ça, finalement? Les curieux, moi, j'ai déjà un chiffre. Je vais voir si vous allez confirmer le chiffre que j'ai eu. Mais tu poses une excellente question sur l'utilisation des dons, puis c'est important de rassurer les gens. Là. Comme par exemple, tout ce qui est ramassé à la recherche, c'est 100% qui est retourné aux chercheurs du Québec. Là. Pas du Québec, excuse-moi, du pays, là, mais en même temps, au Québec, là, on a la grosse part des subventions de recherche du Canada. Là. On a 35% des argents qui sont ramassés partout au pays qui viennent au Québec parce qu'on a des chercheurs vraiment très réputés
au Québec, à l'Institut de neurologie de Montréal, au CHUM, évidemment, avec Dr. Prott, Dr. Arbour, Dr. Larochelle. Alors, tous ces gens-là qui travaillent très, très fort là, pour trouver la cause de la maladie. Il y a l'Université Laval à Québec, l'Université de Sherbrooke qui reçoit des subventions de recherche aussi. Donc, c'est l'hôpital de Saint-Jérôme avec Julie Prévost, le docteur Prévost. Elle est impliquée dans la recherche. Oui, absolument, absolument. C'est très important de souligner ça, que tout ce qui est ramassé, là, ça s'en va c'est tout centralisé là, à Toronto. C'est tout à fait correct que ça soit centralisé à Toronto parce que c'est là que les communautés scientifiques se réunissent, ils qualifient les projets de recherche qui leur sont présentés, puis ils vont financer les recherches qui sont les plus porteurs d'avenir, dans le fond. Et comme je te dis, une grosse partie de ces gens-là qui viennent au Québec. Là. Ça avance énormément. Là, j'ai une question des fois que je vais vous embarrasser. Est-ce que vous avez une primeur des fois à nous annoncer? Y a-t-il quelque chose de hot qui s'en vient ou il n'y a rien ou vous ne savez pas? Bien, il y a quelque chose d'important qui s'est passé quand même en 2021. Là, c'est toute l'étude qui est sortie sur le virus Epstein-Barr. Tu sais, le fameux virus qui est relié à la mononucléose. Là. Ça, c'est vraiment une recherche qui a été faite par l'Université Harvard aux États-Unis. C'est fait sur des militaires américains. La recherche, puis ce qui est particulier, c'est que c'est volontaire. Là. Les militaires américains se prêtent, dans le fond, à avoir toutes sortes de tests médicaux, des prises de sang, tout ça. Puis ça montre une base de données qui est extraordinaire là, en termes Mais dans tes gens de l'armée qui participent aux tests, y en a-tu des gens atteints de sclérose en plaques? Ben oui, parce que tu as des gens, tu vois, ce qu'ils ont démontré, cette étude-là, c'est ça qui est important à souligner, c'est que les gens qui sont atteints du virus Epstein-Barr, la plupart des gens, là, une grande partie de la population qui sont atteints de ce virus-là et qui ne le savent pas. Parce que moi, j'ai fait la mononucléose, hein, je ne l'ai pas dit. Je confirme, j'ai fait la mononucléose, mais très jeune, en 3e année de primaire. C'est rare qu'on voit ça. Habituellement, c'est un petit peu plus ado. Hein, ça se peut-tu? Moi, je ne connais pas les... Effectivement. Mais tu vois, les gens qui sont atteints de ce virus-là ont 32 fois plus de chances de développer la sclérose en plaques dans leur vie. Fait que c'est un chiffre qui est assez probant. Fait que le virus Epstein-Barr pourrait être un déclencheur de la maladie. Donc, là, actuellement, tu as même des compagnies comme Moderna, qu'on connaît très bien, évidemment, là, à cause de la COVID, là, qui sont en train de travailler au développement d'un vaccin pour traiter le virus Epstein-Barr. Fait qu'on pourrait voir dans un avenir certain une diminution du nombre de personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques là, si ce vaccin-là est mis sur le marché puis si les gens y ont accès, évidemment, comme ils devraient y avoir accès. Puis la société, on a investi d'ailleurs de l'argent cette année, puis on a eu de l'aide du gouvernement fédéral à ce niveau-là, là, parce que c'est une recherche qui est très importante, pour essayer de comprendre encore mieux qu'est-ce qui fait que les gens qui sont atteints de ce virus-là ont plus de chances de développer la sclérose en plaques, puis comment faire en sorte de découvrir d'autres éléments déclencheurs peut-être liés à la maladie. Là. Mais ça, c'est une découverte importante cette année. Excuse-moi. OK. Fait que oui, des primeurs, il y en a. Comme je te dis, je pense que... Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Il y a des bonnes nouvelles parce que, puis tu sais, je dis, j'ai ça dire ça, là, mais je le dis quand même. Moi, avec mes collègues des autres maladies neurologiques évolutives, là, quand on regarde le Parkinson, puis la SLA, puis la maladie d'Huntington, puis la dystrophie musculaire, en sclérose en plaques, on a des traitements. Il existe, on est rendu à 16-17 traitements pour la forme poussée-rémission. On est rendu à quelques traitements pour la forme de SP progressive secondaire. Fait qu'on a des traitements, nous, qui permettent de ralentir la progression de la maladie. Contrairement aux autres, je te dirais, aux autres maladies, là, comme le Parkinson, la SLA, puis la dystrophie musculaire, où il y a très, très peu de traitements. Donc, la recherche progresse chez nous en sclérose en plaques. Puis c'est quand même des bonnes nouvelles. Est-ce qu'on va finir par trouver la cause? Moi, je le souhaite. Moi, quand je suis rentré à la société, là, moi je me disais, hey, mon rêve, là, ça serait de partir d'ici puis de mettre la clé dans la porte. J'ai une question. Il faut que j'interrompe. Je t'interromps, Louis. Y a-tu quelqu'un de tes proches qui a la maladie qui a fait que tu te dis, moi, je vais me lancer là-dedans ou quelque chose? Tu atteint ou tu es vraiment là parce que tu es un leader, un directeur, un gérant, qu'est-ce que tu voudrais, un président, comme tu veux. L'important, c'est que tu es là. C'est ça que je veux dire. Mais toi, as-tu quelqu'un familialement qui te touchait dans cette histoire-là ou pas pantoute? Pas quand je suis rentré à la société, mais maintenant, oui. C'est ça qui est drôle. Hein? Je dirais, quand je suis rentré à la société, moi, je venais d'un autre univers
qui touchait les personnes handicapées. Mais moi, je travaillais au niveau de l'intégration au travail des personnes handicapées. Alors, je dirigeais un autre organisme sur la rive sud de Montréal. Puis quand je suis rentré à la société, non, je n'avais pas de personnes atteintes de sclérose en plaques, mais en cours de carrière, j'ai quelqu'un qui a la maladie autour de moi. Bon, un cadeau de grandeur du bon Dieu. Elle n'a pas demandé, cette personne-là, l'avoir, cette maladie-là. Hein? Puis, je ne sais pas, vous n'êtes pas docteur. Je vais poser la question pareil parce que j'ai vu passer ça sur un fil de Facebook. Là. Mais tu sais, il y a des fils sérieux parce qu'il y a des groupes de sclérose en plaques, du monde qui parle. Mais on s'entend qu'il n'y a aucun médecin là-dedans. Là. C'est des opinions personnelles à tout le monde. Puis, il sortait que. Puis même moi, je me l'ai posé cette question-là. On se demande tout le temps, c'est-tu causé par un effet, un événement dans notre vie, tu sais, un choc, là, tu sais, un gros événement. J'entendais de la personne qui avait l'air à croire ça, puis moi, j'ai posé cette question-là, je ne sais pas combien de fois, à plein de neurologues m'ont toujours dit non. Fait que puis le neurologue, il va te répondre non, puis avec raison, puisqu'il y a plusieurs facteurs déclencheurs de la maladie. Tu as parlé de la mononucléose, tantôt on en parlait du virus Epstein-Barr, c'en est un des déclencheurs de la maladie. Puis pourquoi au pays, chez nous, puis pourquoi c'est le Canada, là, qui a un des taux les plus élevés dans le monde, ben, il y a d'autres facteurs déclencheurs. On a parlé de virologie, on parle du virus, là, mais on parle des carences en vitamine D, des heures d'ensoleillement, des différents facteurs, finalement. Je me souviens d'avoir jasé avec le docteur Duquette à un moment donné, puis il me disait, c'est tellement complexe, il dit, est-ce que ça pourrait être à un moment donné, quand tu étais petit ou petite, qu'il y avait une perruche chez vous, qui, elle, avait eu un pognon de virus, puis que là, fait qu'il dit, c'est très, très compliqué de remonter jusqu'à la source de la cause de la maladie. Mais comme je te dis, plus on va continuer à financer la recherche, plus vite on va finir par comprendre c'est quoi cette bébête-là, puis faire en sorte de vivre comme la vie de la société en sclérose en plaques. Le but numéro 1 de l'association, c'est de faire disparaître la sclérose en plaques. C'est pas juste d'avoir des médicaments. C'est ça. Le but ultime, ça serait ça. Le but ultime, là, c'est un monde sans sclérose en plaques. C'est la vision de la société. Fait que ça, ça va prendre du temps encore. On n'en est pas là. J'ai des chances de mourir, moi, ça. J'ai des chances de mourir, voilà, ça, là, avant qu'on trouve. Là. C'est difficile à dire. Ce que je pourrais te dire, c'est que on a des chercheurs réputés vraiment là, qui travaillent d'arrache-pied, qui sont financés, heureusement, là, pour continuer à faire leur recherche. Là, ça, c'est important. T'sais. Bon, je n'ai pas posé une question encore. On élabore pas pire. Hein? Écoute, moi, je vais t'amener à des questions qui m'intéressent vraiment. La première, je l'avais ça va être drôle. On va dire qu'on s'est fait une pré-entrevue hier. On s'est parlé une fois. Puis on a posé une couple de questions, puis on a testé si on était bons tous les deux. Il y avait beaucoup d'expérience, ce monsieur, je peux vous le dire. Mais moi, je suis moins bon, mais lui, il est meilleur que moi. En tout cas, c'est pas grave. Le but, Louis, je veux savoir, l'association nous représente-t-elle au niveau du gouvernement pour se battre, que ce soit pour le chèque emploi-service, que ce soit pour avoir des soins de qualité, de l'aide à domicile, etc. C'est quoi que ça fait de l'association là-dedans avec le gouvernement? Puis ça a-tu un poids? Parce que là, on a eu la prime COVID, nous autres, pendant un petit bout. Avant ça, je vous dirais que le salaire pour payer un employé CES, c'était à peu près de 14$ de l'heure dans le meilleur des mondes. Ça a monté en flèche avec la COVID, 16, 17, 18, 19, quasiment 20. Puis là, ils ont redescendu ça d'une pièce. Pas une bonne nouvelle pour nous autres. Ça. Fait que là, c'est sûr qu'il faut voir qu'est-ce que ça fait d'association pour nous autres. Bon, ben écoute, ça fait partie de notre rôle. On appelle ça nos relations gouvernementales. Puis on le fait à deux niveaux. On le fait au niveau fédéral, puis on le fait au niveau provincial. Laisse-moi te parler du niveau provincial d'abord, parce que c'est important quand tu parles du chèque emploi-service, c'est de ce niveau-là que ça relève. Là. Mm-hmm. Mais à chaque année, il y a de ça 5 ans ou 6 ans, chaque année, on allait, la sclérose en plaques, à l'Assemblée nationale, une journée à l'Assemblée nationale, puis on arrivait avec nos dossiers, puis là, on les présentait, nos dossiers, on rencontrait des élus, tout ça, puis on faisait avancer certaines affaires. Il y a 5 ou 6 ans, on a décidé de former un groupe, c'est sous mon leadership qu'on a fait ça, c'est Partenaires Neuro. Fait qu'on a regroupé ensemble la SLA, Parkinson Québec, dystrophie musculaire, à la maladie d'Huntington et nous.
Et là, maintenant, chaque année, on y va tout ensemble là, au gouvernement, puis on fait paraître des lettres dans les journaux. Il y en a une qui va sortir, d'ailleurs, très, très bientôt là, sur l'aide médicale à mourir. Mais les quatre dossiers qui nous préoccupent particulièrement, là, puis on a rencontré le ministre de la Santé au mois de février cette année. On a rencontré son cabinet quelques fois après. Les quatre dossiers qui nous préoccupent, c'est le soutien à domicile. Donc, de faire augmenter les budgets en soutien à domicile. Puis ça, le gouvernement l'a fait, là, il a augmenté les budgets en soutien à domicile. Par contre, ce qu'on dit, nous autres, c'est que ces gens-là ont besoin de formation. Là. Tu le sais, en ce moment, il y a un taux de roulement exceptionnel. Au niveau des gens, par exemple, qui vont offrir du soutien à domicile chez vous. Fait que là, on dit, nous autres, ces gens-là ont besoin d'être stables, ont besoin d'être formés, ont besoin de savoir comment supporter une personne qui est atteinte de maladie neurologique évolutive, dont la sclérose en plaques. On parle du chèque emploi-service, évidemment, en soutien à domicile, parce qu'on dit ça n'a juste pas de bon sens, justement, les coûts, puis les gens vont aller voir ailleurs, hein, ils vont aller travailler ailleurs au salaire que vous les payez, puis, tu sais, c'est ça. Ce qui est stressant, c'est ça, c'est qu'on se bat un peu contre le gouvernement, qui est notre aideur, mais qui nous met dans le trouble. Ils donnent des allocations d'argent à leurs employés qui n'a pas été ajusté avec le gaz qui a monté, on s'entend. Là. Mais de toute façon, nous autres, avec chèque emploi-service, ça n'existe pas. On n'a pas d'argent pour payer nos employés. On n'a pas de minimum d'heures. Tu sais, minimum, genre 3 heures pour un employé, c'est comme un minimum, normalement, pour essayer d'aider. Puis c'est comme un peu fou parce que ça, il n'y a aucune zéro protection des gens qu'on engage pour faire ça. C'est très difficile. Moi, je vous dis, là, en plus de subir la maladie, on doit se subir tout l'environnement de trouver des gens pour nous aider. Puis, il n'en mouille pas. Il n'en mouille vraiment pas. Puis, l'idéal, ça serait d'être capable de les payer plus cher, mais malheureusement, nous autres, en tant que malades, on ne fait plus d'argent. Fait que c'est difficile de dire, à moins que tu sois riche, là, tu sais, là, tu peux payer. Mais quand c'est pas tout le monde là, qui a des. Parce que vous savez que j'ai fait le décompte d'une niaiserie une journée, je dis 1 heure par jour, c'est 20$, exemple, que je donne à la personne. 1 heure par jour, 7 jours, ça fait 140$. Un mois, ça fait déjà 500 quelques piastres. Si je veux me payer 2 heures, je suis rendu à 1000 coques. Il y a qui peut se payer ça? À part quelqu'un qui est en santé et qui a beaucoup d'argent. Il n'est pas en santé, là, il a sclérose, mais il a beaucoup d'argent. Puis je pense que ce n'est pas la masse en sclérose en plaques, que c'est du monde qui sont riches. Là. Il y en a, oui, je sais. Ça frappe n'importe qui. En la maladie, on est d'accord là-dessus. Là. Les riches, les pauvres, tout ça. C'est sûr, le riche, lui, il est chanceux, il peut se payer une infirmière à temps plein, puis il n'a pas de problème. Mais nous autres, le gars qui a gagné sa vie correctement, mais pas millionnaire, il ne peut pas se payer ça. Non, exactement. C'est pour ça qu'on intervient à ce niveau-là. On intervient au niveau du dossier d'hébergement. On veut éviter que les gens qui se retrouvent, les jeunes personnes atteintes de sclérose en plaques, par exemple, ou de d'autres maladies neurologiques évolutives, se retrouvent en centre hospitalier de soins longue durée. On a d'ailleurs demandé cette année, pour le proposer au gouvernement, c'est de faire un recensement de toutes les initiatives d'hébergement alternatives qui existent, parce qu'il y en existe. Il y en existe une particulièrement qui a été soutenue par la sclérose en plaques, c'est l'Espace Bellechasse à Montréal, qui est la rénovation de l'ancien hôpital Bellechasse là, en logements sociaux. Fait que il y a peut-être 70 appartements dans cette place-là. Il y en a 14 qui sont réservés à des gens qui ont la sclérose en plaques, qui sont lourdement atteints, qu'on devrait retrouver en centre hospitalier de soins longue durée. Mais ces gens-là, donc, vivent dans leur appartement, ils sont locataires. Ils reçoivent leur famille, ils peuvent vivre avec leur conjoint, leur conjointe, ils reçoivent des amis, ils ont une vie qui est plus normale, entre guillemets, qu'une personne qui se retrouve en centre hospitalier soit longue durée. Puis le CIS du coin attribue une subvention à Espace Bellechasse là, pour qu'il y ait des préposés qui soient embauchés 24/7, comme dans un centre hospitalier soit longue durée, là, qui vient en soutien aux personnes qui sont résidents de cette maison-là. Ça, c'est important. On essaie de pousser là-dessus. Le problème, tu le sais, avec Espace Bellechasse, c'est qu'il y a 14 appartements. Un joke. C'est ça. Excuse-moi de dire ça. Il y en a 14. Les gens qui sont là, peux-tu imaginer qu'ils n'ont pas le goût de déménager? Là? Il y a combien de clients qui veulent l'avoir au lieu de 14?
Moi, je serais curieux de savoir. Je ne me suis pas adressé à eux, mais c'est quoi le nombre de personnes que ça a liste d'attente? Mais c'est le genre de modèle qu'on essaie de pousser et qu'on montre au gouvernement en disant est-ce que ça pourrait être étendu ailleurs au Québec? T'sais? Louis, hier, de notre pratique, tu m'avais dit aussi que ces classes-là, ils pourraient vivre avec leur conjoint là, aussi, en plus. Fait que ça, c'est déjà un must. Là, parce que, tu sais, déjà, la question qu'on se pose souvent quand on est déjà en maison, on dit, ouais, mais là, moi, je ne veux pas m'en aller dans une place de même parce que je ne veux pas me séparer. Puis là, tu veux rester avec ta conjointe, là, tu sais. Fait que si on peut être capable de faire ça, c'est déjà un must. Puis, tu sais, je veux dire, s'occuper d'une maison en santé, c'est correct. Mais malade, c'est pesant, là, tu sais, il faut que tu t'occupes de tout, puis tu ne fais plus autant d'argent, on s'en cache pas. Fait que ça devient difficile. Moi, je ne dis pas que je suis un chanceux, mais je suis un gars qui s'était préparé à sa fin de vie. Fait que j'étais un peu prête. Fait que j'étais un peu organisé au niveau monétairement, mais je ne peux pas dire que je suis riche. Mais tu sais, c'est sûr que ce que je fais là, par mois, je le faisais par semaine. Fait que, tu sais, pour moi, je ne fais pas beaucoup d'argent, là. Mais je gagne bien pareil ma vie. C'est sûr que c'est tout selon les gens. Parce que je connais des gens qui ont stérose, qui ont beaucoup de difficultés. Là. Écoute, ils vivent de la pauvreté épouvantablement. C'est pas drôle. Là. Fait que, écoute, j'ai trop de questions, là. Attends, j'ai juste 2 autres dossiers. Je vais aller vite, là. La proche aidance, qui est notre 3e dossier, donc tout le soutien aux proches aidants. Puis le gouvernement du Québec a quand même annoncé 200 millions sur 5 ans, avec 35 mesures qui vont venir en soutien aux proches aidants. Et le dernier dossier, c'est l'accès aux médicaments. Évidemment, on voudrait que quand un médicament est accepté par Santé Canada, bien, qu'il soit disponible, accessible, le plus rapidement possible aux personnes qui sont atteintes de maladies neurologiques évolutives. Parce qu'on le sait, traitement précoce égale sûrement, pour certaines personnes, grande partie des personnes, là, une meilleure qualité de vie. OK. Alors, je vais me lire une petite affaire. Là, ben, c'est ça, on a un peu parlé de ça. Là, je trouve que j'ai dit que les malades y avaient la vie difficile un peu avec les gouvernements, là, parce que comme j'ai répété, là, je répète que le salaire a monté, là, ils viennent de descendre de $1 de l'heure. Je pense que ce $1 de l'heure-là, on devrait minimum nous la redonner, là, parce que la COVID n'est pas disparue, malheureusement, puis je pense qu'on est en temps de COVID à vie, nous autres. Fait que je pense qu'on devrait nous. Déjà que c'était pas cher, ils devraient laisser ça à 19,98 pour aider, parce qu'il n'y a toujours pas le minimum d'heures qui est payé, il n'y a toujours pas le gaz qui est payé non plus. Fait que c'est pas fort. J'ai une question intéressante. Je ne sais pas si vous la connaissez, la réponse. La rente d'invalidité qu'on a, nous autres, les malades, c'est une rente du Québec qui est partagée avec notre assureur quand on est un assureur. Maintenant, si on arrive avec la pension à la fin de notre vie, là, la pension Québec, la pension Canada, etc., est-ce que la pension Québec, ça a été décidé parce qu'avant ça, je sais qu'ils nous déclaraient comme si on l'avait pris à 60 ans. Ce qui n'est pas vrai. On est malade, on ne peut pas l'avoir pris à 60. On est malade des fois depuis 10 ans, 20 ans. Tu sais. Qu'est-ce qui arrive avec ça, cette loi-là? Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Tu poses une excellente question. Je n'ai pas la réponse. Ce que je te dirais, c'est que ce n'est pas la première fois que je l'entends parler, qu'il y a vraiment une aberration dans le système là, de cette partie-là. Ce qu'on a fait, nous autres, par exemple, au niveau de la Régie des rentes du Québec, c'est plus de demander au gouvernement, comme par exemple, là, je reviens aux proches aidants. Tu as quelqu'un qui est proche aidant puis qui doit arrêter de travailler parce que son mari ou sa femme et sa conjointe est atteinte d'une maladie. Cette personne-là ne contribue plus à ce moment-là à la Régie des rentes du Québec, puis se voit, quand elle va arriver à 60 ans ou 65 ans, pénalisée. Ce qu'on a dit au gouvernement, nous autres, c'est pourriez-vous combler la contribution de ces personnes-là qui jouent le rôle de proche aidant là, au niveau de la Régie des rentes du Québec pour que ces personnes-là ne soient pas pénalisées en début de retraite. Là, l'autre point que tu soulèves, c'est un point extrêmement important. Comme je te dis, ce n'est pas la première fois que tu m'en parles. Puis, je vais le mettre dans les dossiers de partenaires neuro. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que ça, c'est un truc qui a passé aussi à la facture, je pense. Oui, un monsieur qui était, oui, oui, effectivement. Je me parlé, puis je me rappelle que la facture était pour dire qu'on va avoir un suivi, puis ça, puis là, je me dis, il me semble que je trouve malheureusement comment ça, on punit des malades. C'est comme, ça ne marche pas dans la tête de moi, là, de dire,
on veut aider à garder des gens malades à la maison. Ça, c'est la première affaire qu'on se pète les bretelles, là, les gouvernements. Ah, on peut garder nos gens à la maison, puis tout ça, ouais. Mais ils nous rendent la vie pas facile en nous faisant ça, là, tu sais. Je trouve que ça devrait être une affaire, ça devrait se régler de même. Je ne peux pas croire que c'est des milliards, là, cette affaire-là. Je pense qu'ils peuvent régler ça vite, moi, ça. En tout cas, j'espère. On va vous laisser le mandat de nous trouver ça, Louis, arriver avec une réponse. Peut-être la prochaine invitation, tu vas pas être nous répondre. Ça va être l'année prochaine, par exemple. Vous savez que vous êtes mon dernier cette semaine. Hein? Oui. Très content de vous avoir. Vous êtes l'honneur de finir mon année. Fait que je suis très content de vous avoir avec moi. OK. Les dons, on a parlé, sont dépensés en pourcentage, on a dit. Puis, bon, une question qui est plus votre société. Qu'est-ce qu'a fait la société pour les malades en général? Tu sais, comme genre les aides. Vous savez ce que je veux dire? Là? Ah oui. Qu'est-ce que ça fait la société pour les malades? Tu lèves encore une bonne question parce que la mission de la société avant, c'était d'améliorer la qualité de vie des gens qui ont atteint la maladie et être un chef de file en termes de recherche. C'est qu'on avait comme une double mission, programme et services, recherche. Là, aujourd'hui, on a changé la mission de la société, c'est mobiliser la collectivité de l'ASP en vue de réaliser des progrès notables. Parce que ça touche tous les niveaux. C'est que autant la recherche, qui est un gros morceau, l'action sociale, dont je te disais tantôt, les relations gouvernementales, puis tous les programmes et services là, qui sont offerts. Avec la pandémie, évidemment, l'offre de services a changé, s'est modifiée. Elle est devenue virtuelle. Fait que les gens ont continué à pouvoir participer à leur groupe d'entraide, participer à des activités physiques, par exemple, mais à distance, virtuellement. Nous, à la division, on faisait le congrès Espoir Famille. On avait des camps de vacances pour les jeunes dont un parent avait la sclérose en plaques. On avait le sommet sur la recherche, qui est une belle activité d'information. Puis on avait le colloque des professionnels de la santé, où on réunissait des gens qui soutiennent les personnes qui ont la sclérose en plaques, préposés aux bénéficiaires, travailleurs sociaux, infirmiers, infirmières, ergothérapeutes, etc., là, pour les former à l'intervention auprès des personnes qui ont la sclérose en plaques. Fait que tout ça est tombé à l'eau, là. C'est ça, avec la pandémie, là, on a arrêté tout ça. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Il y a eu l'offre virtuelle, par exemple. Il y a eu plein de conférences web qui se sont données sur la maladie, sur la recherche. Comme je te dis, toutes les activités virtuelles qui ont été faites par les sections. Puis, ce qui a été le fun quand même dans tout ça, ce qu'on a appris, c'est qu'on a brisé les frontières. Là. Une personne qui a la sclérose en plaques de la région de Saint-Jérôme là, peut très bien participer à une activité là, qui est offerte à cette île. C'est un peu mon invention, moi aussi. Ben, je fais un podcast, je suis en Europe, je suis ici, je suis à la grandeur du Québec. J'ai un gros wow, là, c'est vraiment agréable. Puis ça m'a amené à rencontrer plein de gens malades, mais qui ont été capables d'en parler et de partager avec les gens leur vie de façon honnête. Puis c'est vraiment réconfortant pour eux, pour moi et pour les autres. Puis je suis vraiment fier de ça, d'avoir réussi à faire ça. C'est très, très fun. J'aime bien ça. Tout ton honneur, Gilles, évidemment, de faire ça. Puis comme je te dis, ça a permis, il y a des gens, moi, par exemple, de Centre du Québec, quand je participe aux assemblées générales annuelles là, des sections, qui ont dit hey, moi, cette fois, je me suis fait des nouveaux amis à Laval. Je participais à des groupes, des activités à Laval. Fait que je pense que dans le futur, il faut maintenir cette approche-là hybride qu'on appelle. Hein? C'est le beau mot. Mais une partie virtuelle pour les gens qui peuvent continuer à participer à des activités. Puis en plus, tu avais des gens qui n'allaient pas aux activités avant parce qu'il y avait des problèmes de transport ou tu n'avais pas l'énergie de sortir de la maison ce matin. Oui, c'est ça, Louis, j'allais dire. On est fatigué. Hein? La maladie, grosse partie, c'est la fatigue. C'est clair que moi, je dors l'après-midi. Fait que c'est ça ma vie. Mais je ne suis pas tout seul. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Puis moi, j'ai entendu des gens, moi, je n'ai pas connu ça, mais il y a des gens qui dorment des 14 heures, des 15 heures. J'ai dit, mon Dieu, faut-il épuiser mort, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Moi, je ne suis pas capable de dormir autant que ça, mais c'est ça. Il y en a qui souffrent vraiment beaucoup de ça. Fait que c'est vraiment, c'est pas facile de se déplacer dans des événements, mais avec le virtuel, on est capable de faire. Ça casse les barrières, comme tu dis. Puis ça nous amène même loin en plus. Ça nous amène très loin. C'est ça qui est la beauté de tout ça. On a aussi les réseaux sociaux aussi là, qui permettent de parler beaucoup. Là, fait que c'est quand même
C'est ça, c'est du fun, c'est apprécié. Une autre question, on va essayer de trouver ça. Ça, c'est beau. Ah, mon Dieu. J'ai une question spéciale. Tu as demandé, c'est parce que j'ai entendu ça récemment. Je ne sais pas c'est qui, en tout cas, un gars qui a un gros donateur qui a donné aux États-Unis, je ne sais pas trop où. Puis là, je me demandais, ici, au Sclérose Québec, on a-tu un riche qui donne à la société ou c'est juste une compagnie ou deux pharmaceutiques qui font des petits cadeaux ou c'est gros? Y en a-tu quelqu'un qui donne genre 1 million par année ou 2 millions? Je ne sais pas, là, je pose la question. Pas obligé d'avoir de normes, on en a-tu un comme ça? On en a. On est privilégié d'être entouré de donateurs majeurs. Puis ça fait partie de notre job aussi, hein, de solliciter des fondations puis de solliciter des dons majeurs. Tu sais. Donner un exemple, par exemple, je peux la nommer. Ben, c'est pas 1 million, mais c'est 150 000 qui est venu de la Caisse de dépôt de placement pour subventionner une recherche par Manu. J'oublie toujours, j'ai la misère à prononcer son deuxième nom, mais c'est un neurologue de la région de Laval, d'origine indienne, qui est en train d'essayer d'étudier pourquoi, par exemple, la maladie atteint plus les femmes que les hommes. Fait qu'il y a 150 000 qui est venu de la Caisse de dépôt de placement. On a Power Corp, on a des grosses entreprises qui donnent à la sclérose en plaques qu'on sollicite. Nous, notre job, c'est de monter les demandes, de cibler des projets de recherche très spécifiques, de les présenter à ces donateurs-là, puis de faire en sorte qu'ils contribuent à la recherche. Ça fait partie de notre job de faire ça. Parce que, tu sais, aux États-Unis, les gens, Microsoft, Bill Gates, Jeff Bezos, qui est pas mal riche, on s'entend, il vend à peu près 100 000 commandes à la minute. J'écoutais ça un matin, là. Je me disais, waouh, c'est de l'argent, hein? Puis, il en a vendu encore plus avec la pandémie. Sais-tu quoi? Je vais te poser une colle, là, mais moi, je vois ça, OK? Je vois Amazon rouler, opérer, tout ça. Puis moi, je suis le gouvernement. Puis je regarde, je dis, ouais, nous autres, on est en retard. On est encore au fax. On a de la misère à s'organiser. Les hôpitaux, c'est tout croche. On n'est pas connecté, genre, avec notre carte soleil, puis on sait tout ce qu'on a, les médicaments qu'on prend instantanés. C'est compliqué. Là. On n'a rien de facile, nous autres. Pourquoi qu'on ne prend pas Jeff, là, puis on l'appelle, puis on dit, hey, Jeff, comment tu nous chargerais pour faire le réseau? Parce que tu as un maudit bon réseau, toi. Tu sais comment ça marche, faire de l'argent, puis tu sais comment ça rentre, puis tu sais comment. Il a mis un site qu'on appelle user-friendly. Tu sais, c'est en anglais, là, je le dis, là, mais en tout cas, usager, amitié, en tout cas, je ne sais pas quoi dire, mais user-friendly, le monde sait c'est quoi je veux dire. Fait que, mais ça marche au bout. C'est facile à comprendre. Il n'y a pas presque personne qui ne comprend pas ça. Là, fait que je pense que le gouvernement n'aurait pas intérêt à prendre à l'extérieur, parce que là, on dit toujours, on veut garder notre argent ici, mais on se fait fourrer à coups de milliards tout le temps. Ils en ont fait des choses de paye, ça n'a pas marché. Ils en ont fait des affaires d'hôpitaux, ça n'a pas marché. Ouais. C'est quoi? On veut sauver au point d'avoir. Moi, j'aimerais mieux payer un petit peu plus cher, puis ça marcherait. Oui, c'est sûr que le système de la santé, il y a beaucoup de modernisation à faire. Là. Puis j'ai une chose que je ne veux pas oublier quand je te parle des grands donateurs, c'est nos commanditaires. Nos commanditaires là, sont extrêmement importants. Pense à AEW, là, le commanditaire qui donne. Oui. Il donnait 1 700 000, 1 800 000 avant la pandémie. On vise 1 300 000, 1 400 000 cette année. Croix-Bleue, Médavis, Spec Pharma, Bioscript, tous les commanditaires là, qui nous supportent, là, ça, c'est extrêmement important. C'est les gros morceaux, là, ça. Les gros morceaux. Ben, on a-tu, on va poser encore une bonne, on a-tu une vedette, tu sais, genre une Céline Dion, whatever, là, tu sais, qui donne un, je sais pas, je pose la question. On a eu plusieurs personnalités publiques là, qui sont joints à la société. Là. Je vais en nommer quelques-unes. Patricia Paquin, Jocelyne Cazin. Cette année, on a Marc Fournier, un des acteurs là, de District 31. Là. Le gars, j'oublie toujours son vrai nom, mais il jouait Jérôme aussi dans District 31. Là. OK. C'est pas le policier, ça, Jérôme? Le policier Jérôme, exactement. C'est lui qui était à l'accueil. Ouais, à la porte. C'est ça, à la porte. Là. Puis on a eu Debbie Lynch-White, qui a été longtemps notre porte-parole de la marche. Oui, mais elle était porte-parole, mais elle ne donnait pas 1 million. Là, non, ce n'est pas des gens qui donnent. Il n'y a pas de personnalités publiques qui ont donné. Ils ont donné à leur façon. Ma question, c'était,
on a-tu une star qui donne un gros montant? C'était ça ma question. Tu sais, comme non. je te dis, ça c'est Céline Dion, je donnais l'exemple, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Non, on n'a pas de stars qui ont donné des... On n'a pas une grosse star. On n'a pas un Américain qui me fait un cadeau non plus. Non. J'ai entendu dire entre les branches qu'il y aurait un gars de Google qui aurait donné une grosse somme à la Société de la sclérose en plaques aux États-Unis. J'ai fait. Ça, c'est possible. Mais tu sais qu'on a des liens très serrés avec la société américaine, particulièrement au niveau de la recherche. Puis eux autres, c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous autres, hein, honnêtement. Ça doit être un peu plus haut, hein? C'est un peu plus haut, c'est effectivement. C'est un peu plus gros. Puis ils ont des dons, effectivement, qui viennent d'Américains qui sont très bien nantis. On n'a pas le même marché ici au Québec. Là. Mais il reste qu'on a une grande donatrice aussi canadienne. Il ne faut pas que je l'oublie, là, Nancy Love, avec John Love. Là. Eux autres, là, c'est... j'ai oublié le nom. Kingset Capital. OK? Ils sont liés à la sclérose en plaques, évidemment. Ils ont fait un événement de décalade il y a quelques mois, à peu près, là, à Toronto. Ils ont ramassé 4,5 millions. C'est pas rien. Là. 4,5 millions. Fait que ça, là, c'est des donateurs qui sont extrêmement importants pour la société. Là, tu sais, là. Les autres, ils reçoivent une carte à Noël. Oui. La trouve pas de celle-là, par exemple. Oui. C'est sûr qu'ils reçoivent des Moi, j'en ai une à Noël. C'est l'Hydro-Québec qui m'a remercié de dépenser autant. Fait que c'est pas pareil. C'est pas m'remercier d'avoir dépensé bien de l'argent dans leur compte de banque. J'ai une autre question. Écoute, je pensais pas qu'on passerait à travers, mais j'en ai gardé une en réserve pour faire. Je vais closer un peu proche de ça. Ce monsieur Louis-là, tu veux que tu nous en parles un peu en plus qu'une minute, là. T'as l'air que tu aurais fait de quoi de spécial dans ta vie qui s'appelle le Kilimanjaro, je pense. Oui. Raconte-nous donc ça un peu, là. On change des médicaments, mais on parle d'autres choses. Une belle expérience, Gilles, vraiment, avec un groupe de... On était 46 dans le fond qui sont partis en 2011, au début 2011 pour le Kilimanjaro, en deux groupes. Un groupe qui est parti le 3 janvier, dont je faisais partie, on était 25, puis l'autre groupe là, qui était 21, qui sont partis le 6 janvier. Pour monter le Kilimanjaro. Moi, dans mon groupe de 25, on s'est tous rendus au sommet. Tous. On avait quelques personnes qui avaient la sclérose en plaques avec nous. Des gens, comme tu peux l'imaginer, qui s'étaient entraînés et qui étaient relativement en forme. Dans le deuxième groupe, il y avait des gens qui avaient la sclérose en plaques aussi, qui ne se sont pas rendus au sommet. Raison, pour toutes sortes de raisons. Mais moi, c'est une expérience que je vais garder très... c'est marquant pour moi dans ma vie. Parce que c'est un dépassement de soi. Je faisais beaucoup d'angoisse, mais avant de partir, j'avais l'impression que j'étais pour mourir sur la montagne, puis que je ne me rendrais jamais au sommet, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens faire cette affaire-là. Mais ça a été 13 jours de pur plaisir où tu penses à rien d'autre que marcher, puis à soutenir ton collègue ou ta collègue qui est autour de toi. Puis c'est faisable. Ça a été faisable. Moi, je pensais que je ne serais pas assez entraîné. Tu sais, j'étais un gars moi, j'appelle ça un pousseux de crayon. Hein. Moi, je ne suis pas un gars qui s'entraîne. Tu sais, j'étais un gars qui était assis à son bureau. Puis, tu sais, tu n'es pas un mécanicien. Là. Tu ne joues pas de ton moteur. Tu es comme moi. Exact. Même en santé, là, je veux dire, je n'ai jamais été un gars de manuel. Là, fait que, à part peinturer, ça, c'était pas pire. Je ne pas ça. Jeune, je peinturais. Mais en vieillissant, j'ai lâché. Là, mais c'était un peu la maladie. Mais j'adorais quand même peinturer. Ben, quand tu sais, quand t'es TQ, tu cherches toutes les manières de faire de l'argent. Fait que après à peinturer assez vite, moi, fait que je m'arrangeais à faire de l'argent. Ouais, j'ai eu le privilège de faire ça avec un de mes frères, en plus, avec qui je suis parti. Fait que ça a été une expérience. Mon frère Pierre, qui est un peu plus âgé que moi, m'en parle encore régulièrement, comme quoi ça a été la plus belle expérience de sa vie. Parce que c'est ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'expérience de groupe, là, le groupe ensemble. Là, tout le monde s'est soutenu, tout le monde on a ramassé 660 000 $. C'était pas rien. Là, ça a été une grosse collecte de fonds. J'avais vu ça, moi, j'écoutais la télévision un soir, puis je voyais TVA, Pierre Bruno qui faisait des aventures de montagne de même. Puis je dis, pourquoi on ne fait pas ça, nous autres? Pourquoi j'en ai parlé à l'équipe, puis là, on s'est dit, regarde, on va essayer. On a fait une entente avec Caravanier, qui était notre voyagiste. Puis,
On a fait de la sollicitation. Il y a plein de gens qui ont levé la main. Oh oui, moi, ça me tente, j'embarque. Fait qu'on a organisé tout ça, puis on est parti. Ça a été une expérience extraordinaire. Je veux dire, regarde, écoute, je ne regrette pas ça. La question, moi, je suis un peu nono. Je veux savoir que les Manjero, c'est où, ça? Ben, c'est en Afrique, c'est en Tanzanie. Tu me poses une bonne question. C'est juste sur la frontière de la Tanzanie puis du Kenya. Température élevée? Oui, mais au bas de la montagne, température élevée. Mais quand tu montes, tu sais, la dernière nuit, par exemple, sur le Kili, on a couché à 5400 mètres à peu près. Il faisait moins 20 là, dehors. Là, tu sais, c'est les glaciers, il fait moins 20. Et là, tu te rends au sommet dans la nuit pour arriver au coucher du soleil. Oui, pas au coucher du soleil, au lever du soleil le matin, quand le soleil se lève sur le Kili. C'est en Afrique, c'est magnifique. Wow. Mais c'est ça, fait que tu passes de température très chaude à plus tu montes, plus il fait froid et frais et froid dans le fond. Là, tu sais. Fait qu'il faut que tu sois équipé en conséquence. Tu sais. Puis vous êtes quand même certain, vu que vous êtes impliqué avec beaucoup de neurologues, d'après moi, que j'en connaissais plusieurs. Est-ce que j'ai comme un son d'alerte qu'on me dit qu'on était un peu en manque d'effectifs, ça se peut-tu? Tout à fait raison de soulever ça. C'est un problème, c'est préoccupant actuellement dans certaines régions. Je peux les nommer. Montérégie, actuellement, avec Neuro-Rive-Sud, ça brasse, on essaie de les aider actuellement à faire des représentations gouvernementales, justement, pour essayer d'augmenter le nombre d'effectifs. C'est criant. Parce qu'il y a des neurologues qui prennent leur retraite à un moment donné, hein, fait que c'est normal. C'est vieillissant un peu comme toute la population. Ils veulent faire autre chose dans la vie. Puis il y a toutes sortes d'aventures qui se passent dans la vie des médecins aussi. Fait que là, ils sont en manque de ressources. Laval est un autre secteur aussi où c'est problématique actuellement. Là, fait que, c'est préoccupant. Puis Laval, c'est gros, là, tu sais. Puis pour avoir discuté avec ma neurologue, là, que vous connaissez très bien, elle me disait qu'ils sont surchargés, eux, en tant que neurologues. Il faut qu'ils en donnent plus, autrement dit. Là. On a eu qui sont partis à la retraite, qui est important. Là. Je pense au docteur Lapierre. Là. Je pense que le docteur Lapierre avait 2000 patients qui suivaient depuis 40 ans, bien des années. Et là, il a pris sa retraite, le docteur Lapierre. Il y en a d'autres qui s'en vont comme ça. Ça fait mal. Le docteur Duquette opère encore, il est encore opérationnel. Le docteur Duquette est très opérationnel. Il n'est pas jeune, lui-là non plus. Là. Toujours aussi passionné. Il a déjà été mon premier médecin, un de mes premiers médecins, si on veut. Parce que là, il était à Montréal dans le temps à Notre-Dame. Notre-Dame s'est rendu le bout du monde à cette heure de la rive nord à Montréal. C'est quasiment 1h30 à cette heure. C'est complètement fou le trafic, comment ça a changé là, dans les dernières années. Je me suis transformé vers le Saint-Jérôme, c'est moins compliqué. Fait que c'est ça. Alors, bon, le Kilimanjaro, je vais voir, je ne sais pas oublier une petite question, là, Louis, pour voir que je manque. J'ai fait mes devoirs. La rente d'invalidité, j'espère que tu vas avoir des bonnes nouvelles pour nous autres, savoir qu'est-ce qu'il y en est. Les dons, on a parlé, tout est beau. Alors, sur ça, il me reste juste à dire, Louis, pour moi, ce fut très agréable de te rencontrer comme ça, de pouvoir partager avec toi ce que tu fais pour nous autres, ce que tu fais pour tous les malades, parce que c'est pour tous nous autres. Fait qu'on te remercie en mon nom. Puis, je te laisse le dernier mot de la fin. Moi, je te remercie, Gilles, aussi là, pour ce que tu fais. Je sais que tu te démènes, puis tu fais tout ce que tu peux là, pour sensibiliser les gens à la maladie. Tu rencontres des gens qui sont tous des gens intéressants. Puis vraiment, félicitations, bravo. Puis lâche pas. Puis je te souhaite un bel été. Puis moi, je salue tout le monde aussi. Je vous remercie à tous les gens qui ont la sclérose en plaques là, de participer à nos activités, d'être là, de nous soutenir. Puis tu sais, il y a de l'espoir, des choses qui s'en viennent intéressantes. Il ne faut pas lâcher. Puis on vise ce monde-là sans sclérose en plaques. Un jour, on va y arriver là, tout ensemble. Là. Fait que je vous souhaite un bel été à tous. Tu sais que c'est pas facile, les gens qui ont sclérose. On a des ups, on a des downs. Il y a des journées qu'on est bien de bonne humeur, d'autres journées, on est sur le cul. Fait que c'est un peu imprévisible, hein, cette maladie-là. Fait que merci encore une fois. Je vais te souhaiter aller te reposer pour guérir de la COVID au plus vite. Sortir. Hey, tu vis dans notre prison, là, tu le sais. On te l'a prêté, là, notre prison, parce que nous autres, on vit là-dedans depuis longtemps. Là. Moi, là, je parle des gens comme moi, maganés un peu plus. Là, parce que, tu sais, il y en a. Mais
on dit ça, je dis ça, mais c'est pas vrai que c'est juste les maganés comme moi qui peuvent pas autant sortir. Parce que même les gens, je parlais avec beaucoup de femmes, parce que tu sais qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Les femmes me disent que ouais, mais là, tu sais, j'ai des problèmes pour l'urine, tu sais, je veux pas pisser dans mes culottes quand je sors, je peux pas aller trop loin, puis je marche, je suis brûlé, je me prendre des déambulateur, oups, ça me prend une chaise, tu sais. C'est pas facile là, pour les malades, là, tu sais, peu importe leur niveau, là. Moi, j'ai connu tous les niveaux, là, fait que je sais un peu c'est quoi. J'ai marché avec la canne, la marchette, tout le kit. C'est quelque chose, hein, marcher avec une marchette, monsieur, à 40 ans. Alors, je peux imaginer. C'est vraiment... quelque chose. Ça me rajeunit pas, là, quand je dis ça. Là, je suis rendu à 60. C'est pas pire. Je suis rendu là, c'est bon. Fait que, non, mais c'est pas facile. Là, je te dis, mentalement, là, ça, c'est quelque chose. Là, les gens, il y a beaucoup de psychologique que j'ai senti dans les gens. Cette espèce de détresse-là, je l'ai senti. Aussi des inquiétudes. J'ai pas eu tout le monde qui a discuté monétairement, mais il y en a quelques-uns que je sais que c'est pas facile. Là, en jasant. Ils s'adaptent, ils réussissent à s'adapter, mais c'est quand même pas facile. En tout cas, fait que merci. On te souhaite de bons repos. Prendre tes forces, puis moi, je vais continuer mon travail. Il faut que je fasse un petit montage, j'arrange tout ça. Fait que merci beaucoup. Merci. Chef de direction, mesdames, messieurs, Louis Adam de la Sclérose en plaques Québec. Merci. Bye, Gilles. Bonne journée. Bonne journée. Alors, c'est super. J'ai très aimé le partage qu'on a fait avec M. Louis Adam. J'espère que ça vous a plu tout le monde. C'était dans un mode un petit peu plus sérieux qu'à l'habitude. On parlait des vraies choses. Puis je pense que c'est tous des sujets qui peuvent vraiment intéresser toutes les gens qui sont atteints de la sclérose en plaques. Alors, sur ces choses-là, je vous rappelle que c'est mon dernier podcast de cette année, saison 1, si on veut. Hey, j'essaie de peut-être préparer les meilleurs moments. C'est quelque chose, je vais avoir besoin des aides, fait que ça se pourrait que j'écrive quelques bons amis que j'ai fait dans mon truc pour voir. Je veux sortir juste comme des petites lignes de 5 à 15 secondes, fait que faut travailler fort, puis je peux pas toutes les écouter tout seul là, parce que j'ai d'autres projets en même temps en parallèle que je veux faire. Alors, sur ça, merci beaucoup. Je vais vous dire même plus que je pense. Vous m'avez ému, vous m'avez touché, vous m'avez rendu heureux. J'ai pas plus de mots que ça. Alors, sur ça, avant que je me mette à pleurer, c'est comment que j'ai la machine à broyer facile. Merci, mille merci. Alors, on s'envoie fin août, 29 août. Alors, merci beaucoup. Et, oui, hey, essayez de mettre ça à 15-20 pouces, là, ça serait le fun, s'il vous plaît. Puis abonnez-vous. Hey, il m'en manque 20 pour taper le 200. Ça serait wow si on pouvait faire 200 pour finir l'année, là, ça serait wow! Alors, allez-y, là, ceux que vous êtes capables d'embarquer, abonnez-vous à la page. Facile, rien qu'avoir un compte Gmail, puis vous êtes sur votre compte YouTube, vous tapez le petit pouce, puis vous faites abonnez-vous à la page. Alors, sur ça, bonnes vacances à tous.